les titres de ce journal. Sa prise de parole était attendue après les attaques terroristes très meurtrières de ces dernières semaines et les manifestations de colère qu'elles ont générées. Roch-Marc Christian Kaboré s'est enfin adressé aux Burkinabés hier dans un discours où il a appelé à faire bloc contre l'ennemi commun, le terrorisme, et à éviter toute forme de division. Comment son propos a-t-il été perçu par les Burkinabés? Nous avons promené nos micros dans les rues de Ouagadougou. Vous les entendrez. Alors que grandit la rumeur autour de l'efficacité et l'homologation du vaccin AstraZeneca administré au Burkina Faso, le ministre de la Santé fait des clarifications ce lundi. Nous avons les bonnes doses, rassure Charlemagne Ouedraogo. Et puis, il est l'un des chantiers emblématiques du partenariat public-privé. La construction de la voie de contournement de Ouagadougou connaît des réajustements financiers. On parle d'une augmentation de 45 milliards de francs CFA apportés au budget initial. Le coût total du projet est estimé maintenant à 226 milliards de francs CFA. Quels sont les facteurs qui ont contribué à cette hausse budgétaire 2 ans après le début des travaux? La réponse dans la chronique au cours de ce journal. Bonsoir, bienvenue. Vous faites bien de choisir BF1. Et nous ouvrons ce journal avec cette question. Le chef de l'État a-t-il convaincu hier, dans son allocution sur la dégradation de la situation sécuritaire, Roch-Marc Christian Kaboré a notamment appelé à l'union sacrée de tous les Burkinabés face à ce qu'il a appelé le péril terroriste, tout en promettant de prendre des mesures idoines pour faire bouger les lignes. Son discours a-t-il été rassurant? Voici la réaction de quelques Ouagalais. Reportage à Seine-Conditamné. Depuis le massacre de Sol-An qui a fait plus de 130 morts et l'attaque contre un convoi de policiers sur l'axe Bar-Salgo-Foubé, la réaction du chef de l'État était très attendue. Pour certains, ces tueries en masse devraient être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ils attendaient des décisions à la hauteur de l'onde de choc subie par le Burkina Faso. Mais après le discours du président du Faso ce 27 juin, certains estiment qu'il a manqué l'occasion de rassurer les Burkinabés quant à leur sécurité. Le discours reste à désirer, c'est très insuffisant vu la situation que nous vivons. Vraiment, moi j'attendais à une amélioration par les mots et sur le terrain. Bon, en tout cas, je pense que le discours reste insatisfaisant. Sinon on attendait quelque chose d'extraordinaire, mais il a fait que répéter les mêmes discours depuis ce régime. Donc on n'a pas eu quelque chose de trans lors de ces discours. D'autres par contre sont plus nuancés. Selon ces derniers, une chose est de faire des annonces et une autre est de pouvoir les mettre en œuvre. Vu ce qu'il a dit, et on doit en tout cas s'engager pour mener une lutte qui va en tout cas favoriser la paix pour notre nation. Et souvent, il ne suffit pas seulement de dire ou bien de nous promettre et puis après on ne voit pas. Puisqu'il y a eu plusieurs fois qu'ils nous ont promis que maintenant ça va aller, mais après on constate qu'il y a toujours des trucs. Moi je dirais qu'en tout cas il a bien agi avec des propos en tout cas qui réunissent, qui regroupent et non pas qui divisent. Un président, c'est ça, prendre des décisions pour renforcer et non pas pour, j'allais dire, dissocier. Dans son discours, Roch-Marc Christian Kaboré appelle à ne pas se tromper d'ennemis. Ni les marches, ni les publications insidieuses sur les réseaux sociaux ne parviendront, selon lui, à mettre fin au terrorisme. Un tacle à l'opposition politique qui prévoit d'agir dans ce sens les 3 et 4 juillet. Quand vous prenez la situation qui s'est passée à Titao, des gens sont sortis pour manifester leur ras-le-bol contre une situation et on sort pour nous dire de sursoir à une marche pour revendiquer la sécurité des Burkinabés, pour demander à certains Burkinabés de s'entendre. Et je trouve que ce n'était pas le lieu approprié pour un président d'annoncer de tels discours. Ce discours devrait être un discours de point, ça ne devrait pas être du réchauffé, ça ne devrait pas être du discours déjà vu. Le président même lui, il a dit, il est conscient de ce qui se passe. Mais demander aux gens en même temps de sursoir aux différentes manifestations pour pouvoir consolider un acquis démocratique, c'est une contradiction flagrante du point de vue même de l'analyse du discours, il ne pouvait pas le dire. Parce que ici,
Si les citoyens, à savoir l'opposition, les OSC, décident de marcher, c'est parce que tout le monde est unanime que rien ne va. Même au sein de la majorité, tout le monde est conscient que les choses n'évoluent pas comme attendu. Des Wagalais estiment que même si Roch Marc Christian Kabouri a manqué le coche lors du discours du 27 juin, il a encore la possibilité de se racheter. Le prochain Conseil des ministres pourrait être le lieu pour faire des réaménagements stratégiques à la hauteur des attentes des Burkinabés. Les Burkinabés avaient également besoin d'être rassurés, d'y voir un peu plus clair, cette fois-ci sur le plan sanitaire, notamment en ce qui concerne le vaccin AstraZeneca. Celui administré au Burkina Faso ne serait pas assez efficace et pas homologué par les agences de santé européennes. C'est la rumeur qui circule maintenant depuis près d'une semaine. Eh bien, le gouvernement est monté au créneau pour apporter un démenti. Charlemagne Ouedraogo rassure, les doses d'AstraZeneca injectées au Burkinabé sont bien les bonnes et les meilleures. John William Somda. Face aux interrogations de plus en plus contradictoires sur le vaccin Covid-Shield fabriqué en Inde et qui serait utilisé dans notre pays, le ministre de la Santé, Charlemagne Ouedraogo, a rencontré la presse ce 28 juin. Le vaccin utilisé au Burkina Faso serait fabriqué en Suède et différent de celui fabriqué en Inde. Il n'y aurait donc rien à craindre du vaccin AstraZeneca utilisé dans la campagne de vaccination contre la Covid-19 au Burkina Faso. Je tiens à rassurer l'ensemble du public burkinabé que les doses de vaccin AstraZeneca administrées sur le territoire burkinabé depuis le 2 juin 2021 sont celles du vaccin AstraZeneca 1222 mis au point par la firme AstraZeneca en Suède et reconnu par les autorités sanitaires européennes. Ainsi, le Covid-Shield administré en Inde est différent de celui qui est proposé aux populations burkinabées. Depuis le 2 juin dernier, le Burkina Faso est en pleine campagne de vaccination contre la Covid-19. Une vingtaine de jours après le début de cette campagne, le ministre de la Santé livre des chiffres non sans rassurer davantage sur d'éventuels effets secondaires. À la date du 26 juin 2021, 26 210 personnes, dont 10 839 agents de santé, ont été vaccinés contre la Covid-19 avec le vaccin AstraZeneca sur l'ensemble du pays. Environ 1000 cas d'effets indésirables ont été déclarés dans la majorité des cas sous forme de fièvre, de courbatures et de céphalée, ce qui est classique dans les vaccinations comme ce que nous voyons dans le programme PEV avec nos enfants. Au Burkina Faso, 13 478 cas de Covid-19 ont été détectés pour 168 décès depuis mars 2020, si bien que le bilan de la campagne de vaccination apparaît peu reluisant pour le ministre en charge de la Santé. Nous disons non, ça ne répond pas, on aurait souhaité avoir plus que cela. Mais nous avons un nombre qui est inférieur à nos attentes. Et c'est pour cela que nous sommes devant vous aujourd'hui pour encore une fois de plus apporter la bonne information. Car ce sont justement ces informations que nous appelons fake news ou des informations perturbateurs qui viennent ralentir la progression et les efforts du gouvernement pour protéger la population. Aujourd'hui, c'est l'arme efficace contre la Covid-19. Nous n'avons pas encore une autre arme. Et ce n'est pas un vaccin nuisible. À la sortie de la conférence de presse, le ministre Charlemagne Ouedraogo s'est voulu aussi clair sur le test Covid. Seuls les voyageurs sont astreints au paiement de la somme de 25 000 francs CFA, un tarif fixé de commun accord avec tous les pays de la sous-région. Dans le même ordre, le ministre a annoncé que des malfaiteurs impliqués dans des malversations sur des tests Covid ont été arrêtés et devraient passer incessamment devant la justice. Dans son rapport 2020, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime révèle que la consommation de la drogue est en hausse dans presque tous les pays. Au Burkina Faso, le fléau fait rage en milieu scolaire. À Ouagadougou, par exemple, le taux de prévalence a progressé de plusieurs points en 8 ans seulement. Et c'est dans ce contexte que le Burkina, à l'instar des autres pays du monde, a célébré la 34e journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue. On a surtout réfléchi sur la prévention de la consommation de la drogue en milieu scolaire. Arsène Konditamde. Symboliquement, 13 tonnes de drogue, essentiellement du cannabis et des médicaments prohibés, incinérés dans le cadre de la commémoration de la 34e journée mondiale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue. Au niveau national, la drogue gagne de plus en plus du terrain. Le taux de prévalence de la consommation en milieu scolaire dans la ville de Ouagadougou
est passé de 1,9% en 2011 à 6,11% en 2019. La lutte contre le trafic et l'abus de drogue est un combat de longue haleine et les moyens font souvent défaut. Malgré tout, les acteurs poursuivent la lutte et des résultats sont engrangés. Dans le domaine de la prévention, plus d'1 million de personnes sensibilisées par le secrétariat permanent du Comité national de lutte contre la drogue. Dans le domaine de la réduction de l'offre, les structures opérationnelles de la lutte ont interpellé plus de 420 personnes pour faits de drogue et effectué au cours de l'année 2020 des saisies de 294,463 tonnes. Le Burkina Faso, longtemps considéré comme un pays de transit, est aujourd'hui un pays de grande consommation. Et les trafiquants de toutes sortes préfèrent cibler les plus jeunes pour écouler leurs produits. Et quand ça rentre, mais bien sûr, ceux qui ont opté de choisir la drogue comme source d'enrichissement, ils infestent nos écoles. Et comment ils arrivent à captiver les enfants? Ils commencent par leur faire de petits cadeaux pour les plus jeunes. Ils commencent à leur faire consommer de petites quantités en disant que ça fait du bien. En matière de prise en charge sanitaire, le service psychiatrique de l'hôpital Yalgado Ouedraogo a pris en charge plus de 400 consommateurs en 2020. Pour réduire drastiquement le trafic et la consommation de drogue, le rôle des parents peut être déterminant. C'est une occasion pour moi d'en appeler à la responsabilité individuelle et collective de tous les acteurs. Mon appel s'adresse plus particulièrement aux parents pour une plus grande prise de conscience sur leur devoir de suivi et d'encadrement quotidien de leurs enfants face aux dangers de la drogue. Le taux de prévalence chez les 15 à 64 ans est passé de 4,8% en 2009 à 5,3% en 2018 dans le monde. Face à cette progression, les pays africains sont invités à trouver des moyens de lutte plus conséquents. Au Burkina Faso, par exemple, une stratégie nationale de lutte contre la drogue et la toxicomanie en milieu universitaire est en cours de rédaction. Pendant 72 heures, les professionnels et spécialistes africains de l'imagerie médicale se sont réunis à Ouagadougou où ils ont mené des réflexions sur l'actualité et l'avenir de leur profession. C'était au cours de la célébration conjointe des 6e journées burkinabè et les 16e journées africaines de la radiologie. Luc Pabelgam. Du 23 au 25 juin se sont tenues à Ouagadougou les 6e journées de la SOBURAD, la Société burkinabè de radiologie, et les 16e journées de la Société de radiologie d'Afrique noire francophone. Actualité en imagerie médicale est le thème principal qui a guidé les travaux de ces journées. Actuellement, nous évacuons beaucoup de patients dans les pays européens pour cette radiologie. Si nous arrivons à développer ça en Afrique, ça va raccourcir le trajet du patient et donc faire des économies. Deuxième chose, nous allons nous engager aussi dans la téléradiologie. C'est ce qui s'est passé. On a eu environ déjà une dizaine de communications qui ont été faites à distance, des travaux pratiques à distance. Donc ça veut dire que nous pouvons vraiment nous entretenir à distance pour permettre de nous améliorer dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique des patients. Les journées de radiologie burkinabè et africaine sont d'un intérêt scientifique pour les autorités en charge de la santé. C'est une rencontre qui offre une opportunité aux spécialistes et professionnels du secteur médical de partager leur savoir et expérience et au passage de mettre à la disposition des apprenants de la matière scientifique selon le ministre de la Santé. De nos jours, il est quasiment impossible, dans certaines situations, de faire la médecine sans l'apport des services d'aide au diagnostic, comme l'imagerie médicale, car l'œil a ses limites objectives. La technologie médicale nous est d'une grande utilité, d'un secours devenu pratiquement indispensable dans la production des soins de santé. C'est pourquoi je trouve que le présent thème ainsi intitulé, je cite, « Actualité en imagerie médicale », fin de citation, est d'une importance capitale pour l'ensemble des acteurs de la santé.
Ce que je vais saluer, c'est d'abord la vivacité de notre espace scientifique, la vivacité de nos universités. Et l'université Joseph Kizerbo particulièrement nous a habitués à faire en sorte que les grands esprits se retrouvent pour parler de nos préoccupations. Et vous avez suivi effectivement tous les spécialistes qui se sont exprimés ont relevé le caractère très primordial et important du diagnostic. Parce que pour ne pas être dans le tâtonnement, pour pouvoir donc faire une bonne thérapie, il est important de disposer d'un diagnostic fiable. Professionnels et spécialistes en radiologie du Burkina et d'Afrique participent à ces journées en présentiel mais aussi en ligne. Les recherches et les résultats des sociétés de radiologie sont d'un apport à l'amélioration de la santé des populations. Sans transition et comme tout le lundi, place maintenant à la chronique éco de ce journal. Ce soir, nous nous intéressons à ce gigantesque chantier de la voie des contournements de Ouagadougou. 2 ans après le début des travaux exécutés par la société Mobaf sur la base du PPP, on apprend que le budget initial du projet, qui était de 181 milliards de francs CFA, devra passer à 226,4 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 45,4 milliards de francs CFA. Alors, question, comment en est-on arrivé à cette situation? C'est ce que tente de nous expliquer l'hebdomadaire, l'économiste du Faso, Achmed Boy. La voie de contournement de Ouagadougou, un vaste projet exécuté par le groupe Ebomaf dans le cadre d'un financement PPP, partenariat public-privé. Pour un budget initial de 181 milliards de francs CFA, le coût du projet a connu une hausse de 45,4 milliards de francs CFA en coût de réalisation, soit un budget total de 226,4 milliards de francs CFA. Mais qu'est-ce qui explique cette hausse? La première difficulté est que l'entreprise a rencontré sur le terrain, c'est la non-actualisation de l'étude du projet qui date de 2008. C'est-à-dire que c'est un projet de 2008 qu'on a attribué à l'entreprise. Et au moment où on a attribué à l'entreprise Ebomaf, on n'a pas réactualisé le projet pour tenir compte que du temps. Parce qu'un projet de 2008 n'est pas le même que un projet de 2018. La deuxième difficulté que l'entreprise Ebomaf a rencontrée sur le terrain, c'est qu'au moment de s'installer, l'entreprise s'est rendue compte qu'il y avait des personnes physiques et morales qui détenaient par divers des titres fonciers. Alors il fallait les dédommager. Ensuite, l'entreprise a rencontré sur le terrain, il y avait des cimetières qui étaient un peu partout sur le long du trajet. Alors, tout ça là aussi, il fallait trouver des solutions avec les familles qui ont les tombes de leurs parents sur le long du trajet. Ensuite, il y avait le terre-plein central qui apparemment n'était pas prévu dans le projet initial. Et au moment de la phase de réalisation, ils ont pensé à mettre en place, à ériger le terre-plein central qui sépare les 2 voies. Et tout ça, ce sont des coûts supplémentaires que l'entreprise a rencontrés dans sa phase de réalisation. Tout ce qui a fait que du budget initial de 181 milliards, on est passé à 226,4 milliards à nos jours. En somme, cette hausse du coût du projet est liée à une mauvaise budgétisation des dédommagements occasionnés par la réalisation de cette voie. Et cela n'est pas sans incidence sur le délai d'exécution des travaux. C'est-à-dire que l'État sera obligé encore de décaisser plus d'argent parce que ce n'est pas de la faute de l'entreprise, c'est l'État qui n'a pas bien mesuré la portée du projet en ne prenant pas des garde-fous. Et peut-être que ça peut aussi jouer sur la durée du projet en fait. Au regard de ce cas précis, des solutions sont à envisager pour éviter de telles situations. Il s'agit entre autres d'une relecture des textes régissant les PPP. Et cela, le gouvernement semble l'avoir bien compris. Il a soumis au Parlement la loi sur les PPP pour relecture lors de sa session extraordinaire le 21 juin dernier.
On reste en économie, on parle d'économie numérique avec la toute première édition du FICEL, le forum inclusif sur le commerce électronique qui a débuté ce 28 juin. Pendant 48 heures, structures étatiques et sociétés privées vont poser le débat sur les enjeux et les perspectives de développement de ce secteur. Plus d'explications, Alex Bilem Naba. 41%, c'est le taux de développement de l'économie numérique inclusive du Burkina Faso, selon le rapport de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Classé 139e sur 152 pays en matière de digitalisation, il rencontre des contraintes qui plombent sa capacité à exploiter son potentiel de commerce électronique. Des contraintes liées aux infrastructures de technologie de l'information et de services, à la logistique de commerce, à la facilitation des échanges, mais aussi au cadre juridique et réglementaire. À travers ce forum, les structures étatiques et privées burkinabées ainsi que leurs partenaires veulent réfléchir et faire des propositions pertinentes sur des aspects du e-commerce en vue de favoriser son développement. L'ensemble des chiffres montrent clairement qu'il y a de grandes possibilités et de réels avantages à exploiter donc, le commerce électronique, au regard donc, du fait que nous sommes un pays sans littoral, au regard du fait que nous avons des PME qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir des boutiques physiques un peu partout, au regard du fait qu'aujourd'hui, en fonction de la qualité de votre produit, vous pouvez vous retrouver en tout cas dans des plateformes qui les acceptent, et il est devoir donc, du gouvernement burkinabé de se donner les moyens pour profiter de ce nouveau bateau. Les échanges commerciaux en ligne sont devenus une réalité incontournable sur le plan mondial et le Burkina Faso ne veut pas déroger à cette règle. Il travaille aux côtés des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest afin d'adopter des stratégies pour se conformer aux normes internationales. Et présentement, le timing est bon parce que la CEDEAO est en train de réfléchir donc, sur la stratégie du e-commerce au niveau CEDEAO et aussi au niveau africain donc, pour adapter donc, ces standards parce qu'en ligne, c'est des caractéristiques et c'est des normes. Donc, il est important que nous nous retrouvons donc, dans ces normes. Depuis la crise de la Covid-19, le PNUD a mis à la disposition des structures du gouvernement burkinabé 180 licences Zoom pour lui permettre de travailler, quels qu'en soient les contextes. Cette fois encore, le PNUD se tient aux côtés du gouvernement en lui apportant des offres politiques pour l'atteinte de ses objectifs. On a soulevé des pistes et j'ai mentionné l'offre politique 2.0, qui est une offre qui apporte des appuis techniques au gouvernement pour qu'on aille au-delà du relèvement post-Covid et qu'on vise l'horizon 2030 qui est les ODD. Et dans ce cadre, nous avons 4 dimensions, dont la digitalisation. Et ce que nous faisons s'inscrit bien dans le cadre de la digitalisation pour permettre à ce que l'économie numérique et même le e-commerce se renforcent, pour assurer que le gouvernement soit ouvert. Ce forum se tient dans un contexte de la pandémie à coronavirus mettant à mal la trajectoire de Quand l'industrie de l'agroalimentaire et la technologie font bon ménage, cela peut conduire à la naissance de plateformes telles que le Hub ITT, l'intégration de l'information technologique au service de l'agroalimentaire et de l'agrotransformation. Plus de détails, Benjamin Kwame. C'est une rencontre entre administrateurs de Hub IIT, adhérents et les entreprises œuvrant dans l'agroalimentaire. Le Hub IIT est un dispositif qui facilite l'accès à l'information technologique des entreprises. Au Burkina Faso, il est mis en œuvre par Afrique Verte en partenariat avec l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies. Sans ressources, information technologique, il est difficile de concevoir d'abord l'entreprise et ensuite sa croissance et son développement. L'objectif de l'exposé, c'est de mettre en exergue les besoins des entreprises à travers, par exemple, les besoins en équipement technique, les besoins en personnel qualifié. Et nous allons nous rendre compte que l'information technologique joue un rôle crucial dans la compétitivité des entreprises.
Cette journée se veut donc un cadre d'échange, de mise en réseau et de partage. Les acteurs des filières agroalimentaires se concertent ainsi pour trouver des solutions pour faire avancer les professions du secteur au Burkina Faso. Le EBIT, c'est un dispositif qui accompagne les entreprises. Dans notre jargon, nous parlons de micro, petites et moyennes entreprises qui travaillent dans l'agroalimentaire. Donc ce dispositif-là propose un service de proximité de bout en bout, donc du diagnostic à l'application de la solution. Création d'esprit d'équipe, bilan des activités, des enjeux et perspectives de l'intégration de l'information technologique, c'est ce à quoi les participants ont eu droit pour cette journée. Alors, cette journée des adhérents vise principalement 3 objectifs, à savoir, premièrement, apporter l'information concrète et juste aux différentes entreprises afin de créer vraiment un cadre cordial pour l'avancée des activités. Deuxièmement, cette journée vise à créer un esprit d'équipe. Et troisièmement, cette journée des adhérents permet une communication entre des décideurs et les entreprises dans le secteur de l'agrotransformation. Dans son plan d'action à Ouagadougou, Hub IIT a suivi techniquement une centaine d'entreprises et a démarché également une trentaine de fabricants et fournisseurs d'équipements d'emballage avec les entreprises agroalimentaires. Après l'organisation des échéances couplées de novembre 2020, échéance électorale bien sûr, la Commission électorale nationale indépendante fait son bilan. Au cours d'un atelier d'évaluation, la CENI a tiré les leçons du scrutin afin de pouvoir élaborer des stratégies pour mieux intégrer une perspective genre dans ses actions lors des futures échéances électorales. Luc Pabelgem. Les activités menées par la CENI pendant les élections couplées du 22 novembre 2020 dans une perspective genre sont évaluées au cours de cet atelier. Il est organisé par la cellule genre de la CENI avec l'accompagnement de l'USAID, l'Agence américaine pour le développement, et IFES, la Fondation internationale pour les systèmes électoraux. L'objectif de l'atelier est d'abord d'évaluer les actions qui ont été menées par la CENI pour la promotion du genre lors des élections couplées du 22 novembre 2020 et à partir de là, voir les insuffisances, les acquis, les insuffisances et ce qui pourrait être amélioré en termes de recommandations pour une meilleure promotion du genre dans le processus électoral. Les signaux sont au rouge au plan du positionnement des femmes sur les listes des partis politiques, avec seulement 13% de femmes élues aux dernières législatives et une seule femme sur les 13 candidats à la présidentielle. La CENI elle-même n'échappe pas à cette non-représentativité des femmes dans ses instances. Sur les 2490 membres des commissions électorales provinciales, communales et d'arrondissement, il n'y avait que 122 femmes. Pour IFES, notre approche est de soutenir les organes de gestion des élections dans la promotion de 2 volets. La participation des femmes aux instances de prise de décision dans les OGE et aussi la mise en œuvre des politiques et des procédures sensibles au genre dans ces organes. Nous estimons que, et notre cadre logique est vraiment que, les institutions inclusives mènent à des élections inclusives qui produisent des élections crédibles, qui contribue à la consolidation de la démocratie. Le président de la CENI souhaite qu'à la prochaine équipe qui arrive en août prochain, il y ait plus de femmes, mais Newton Ahmed Bari sait qu'il y a du chemin à faire. Les femmes, évidemment, sont importantes comme électrices, mais elles ne semblent pas avoir suffisamment de force pour être considérées comme éligibles. Parce que nous ne pouvons pas, ou n'ayant pas parfois les moyens d'agréger, dit-on, les votes. Il faut que nous travaillions, par exemple, à davantage genrer l'ensemble des compartiments du dispositif électoral. J'espère bien que dans la commission nouvelle qui va se mettre en place le 1er août, nous aurons plus de femmes que nous en avons eu
dans la commission qui est en train donc d'achever son mandat. L'objectif global de cet atelier est de tirer les leçons du scrutin passé afin de pouvoir élaborer des stratégies et des actions pour permettre à la CENI de mieux intégrer une perspective genre dans ses actions aux futures échéances électorales. Et pour terminer, l'Union européenne, aux côtés du génie militaire burkinabé, et cela donne le projet Renforce 2 des engins de travaux publics, mais aussi des drones. Voici le composé du matériel offert par l'UE à l'état-major général des armées. Justin Amonto. Des engins de chantier destinés à la direction centrale du génie militaire. Ce 24 juin, la délégation de l'Union européenne procède à la remise officielle de ce don, composé de 7 engins de travaux publics. Du matériel remis au chef d'état-major général des armées. Le don s'inscrit dans le cadre du projet Renforce 2. Ce projet est destiné à renforcer les emprises, sécuriser les emprises des militaires dans les zones difficiles, mais aussi des équipés, mais aussi de permettre la coopération civile et militaire au bénéfice de la population, pour renforcer aussi la confiance entre la population et les forces armées. Selon le chef d'état-major général des armées, ce geste de l'Union européenne n'est pas une première. En décembre, on était là, on avait reçu une machine pour faire les fourrages, parce que ces fourrages, ça permettait de donner de l'eau aux populations qui sont dans les zones difficiles. Et cette fois-ci encore, ils nous ont donné du matériel qui serait utilisé au niveau du génie pour justement, dans toutes ces zones difficiles-là, essayer par exemple d'arranger les routes. Et nous aussi militaires, ça permet de fortifier nos positions, ainsi de suite. Et comme il venait de dire, pour que la population aussi sente que l'armée est là pour son bien-être. Le don, c'est aussi des drones et des ordinateurs MacBook. En rappel, le projet Renforce 1, d'un montant de 4 millions d'euros, soit plus de 2,5 milliards de francs CFA, est en cours de mise en œuvre depuis décembre dernier. Le projet Renforce 2 est d'un coût de 6 millions d'euros, soit près de 4 milliards de francs CFA. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir, au revoir et à demain à la même heure, 19h30. Merci.